Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette deuxième édition de la soirée de l'information sur Canal d'Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Au sommaire de cette actualité, de l'actualité du soir, nous allons parler bien évidemment de cette visite qui en ce moment est entreprise par François Hollande du côté de Moscou et Vladimir Poutine pour essayer d'avoir l'accord du président russe en vue de la mise sur pied d'une coalition assez forte pour mettre hors d'état de nuire l'organisation État islamique. Nous parlons également de cette élection présidentielle qui aura donc lieu le 29 novembre prochain du côté du Burkina Faso avec ses 5,5 millions d'électeurs qui vont aller donc choisir les 14 candidats en lice pour cette présidentielle, celui-là qui présidera donc aux destinées du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Nous parlons aussi du Cameroun avec la Commission nationale anticorruption qui vient de permettre à l'État du Cameroun d'engranger 50 milliards de francs CFA. La Turquie nous intéresse aussi avec cette sortie du président Recep Tayyip Erdogan qui n'est pas d'accord avec ce qui a été dit au sujet de la Turquie qui achèterait donc le pétrole de Daesh. Voilà pour le sommaire. Et sans transition, monsieur, bonsoir Lee Smith. Bonsoir Louis Roger. Très détendu ce soir. Oui. Alors la soirée d'information sur le canal d'Info, une soirée assez très détendue. Patrick Kissandre, bonsoir. Bonsoir Louis Roger, bonsoir Elie, bonsoir à nos téléspectateurs. Alors on va aller tout de suite avec la CONAC, la Commission nationale anticorruption, qui a permis au Cameroun d'engranger quand même 50 milliards de francs CFA. Elie Smith, on pensait que la lutte contre la corruption était un vain mot, un slogan des politiciens, mais on se rend compte aujourd'hui que cela porte ses fruits. Oui, ça porte ses fruits parce qu'engranger 50 milliards de francs CFA, c'est assez beaucoup. Donc, je pense qu'on doit les féliciter pour avoir pris la peine de nous ramener 50 milliards de francs CFA. Mais il faudra que aussi ces 50 milliards de francs CFA figurent dans le budget du Cameroun et que, autre chose que la CONAC doit faire, c'est nous donner la liste des gens qui ont eu à détourner de l'argent dans ce pays et qu'on a repris et on a eu une partie de leur butin. Voilà, Dieudonné Massis Gams qui vient donc de publier ce rapport qui était très attendu par les Camerounais, par ceux qui sont devant. Mais ce qui nous importe, c'est cet argent qui entre dans les caisses de l'État. 50 milliards de francs CFA, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais on peut aussi relativiser par rapport au potentiel qui pourrait être récupéré. Parce qu'il me semble que même si on peut se féliciter déjà de ce qu'on soit parti de 0 à 50 milliards de francs CFA, on ne doit pas perdre de vue que finalement la gabegie est intense au niveau de ces questions de délits autour des deniers publics. Donc on peut se féliciter de cette, on va dire, de cette première véritable action de force de la CONAC. Mais on peut toujours déplorer que les rapports arrivent avec une certaine distance. On a comme l'impression qu'à des moments, il y a des blocages, il y a des différents freins qui ne permettent pas que cela se passe comme sur des rails, sur des roulettes, parce que quand même, c'est le rapport de 2013 que nous sommes en train de découvrir pratiquement à la fin de l'année 2015, c'est-à-dire quelques 2 ans après. La CONAC devrait pouvoir réagir dans un délai qui ne permette quand même pas d'accumuler autant parce que, entre-temps, on va se plaindre de ce qu'on a récupéré 50 milliards. Il y a peut-être un potentiel à pouvoir récupérer un peu plus, mais Dieu seul sait ce qui aura été pris en gabégie pendant 2014. Et puis, il y aura encore 2015. Peut-être il vaudrait aussi mieux que la CONAC se ravise à relativiser ou alors à réduire le temps de la publication de ces rapports et d'avoir des actions toujours aussi fortes que ces 50 milliards. On parle même aussi dans ce rapport-là d'une perte sèche de l'État par rapport au fichier solde de la fonction publique. Voilà autant de questions qui démontrent quand même que la CONAC veut monter d'un cran. Mais vous savez, on a eu à un moment donné une cabale contre la CONAC, son président et notamment un certain nombre de personnes qui travaillent dans cette institution-là. Vous avez comme l'impression qu'il y a des forces qui vont contre
l'action de la CONAC. Et quand on évoque justement un rapport comme celui que la CONAC vient de rendre public là, ça peut permettre d'avoir un espoir, même si c'est un petit espoir, un tout petit espoir. On peut le garder, et j'aime souvent citer Peggy, le philosophe, qui nous dit, qui a l'habitude et qui le disait d'ailleurs, que la petite espérance, quand elle est là, il faut savoir la saisir. Il faut savoir la saisir, c'est une bonne espérance et on garde quand même espoir. Mais, comme vous l'avez si bien dit, c'est quand même un rapport de 2013. Est-ce que le fait d'avoir attendu jusqu'à 2015 pour publier ce rapport n'était pas aussi dû à des tripatouillages de coulisses, parce que certaines personnalités ou certaines institutions n'auraient pas souhaité figurer dans ce rapport qui était quand même assez préjudiciable, Elisabeth? Mais je crois bien que si elle a pris 2 années, donc ça veut dire que le président de la commission et ses membres ont dû batailler fort pour que ce rapport soit public. Donc il y avait des forces peut-être endogènes ou exogènes qui n'ont pas voulu que ce rapport puisse apparaître en public. Donc on doit quand même féliciter le président de cette commission qui a eu le courage. 2 ans, oui, mais il faut commencer quelque part. On est dans un pays qui a tellement de gens qui sont corrompus. Donc je crois que petit à petit, ils vont savoir, ou ceux qui sont les corrupteurs vont savoir que s'ils sont corrompus ou ils participent dans la corruption, il y aura leurs noms qui vont figurer quelque part et la population, le public saura que tel ou tel monsieur, c'est quelqu'un qui n'est pas ce qu'il est grâce aux efforts, mais grâce au détournement des deniers publics. Voilà. Alors, nous allons quitter le Cameroun avec ce grand rapport de la Commission nationale anti-corruption pour nous rendre du côté de la République centrafricaine où ce que l'on craignait est arrivé. On se disait ici sur ce plateau qu'il ne fallait pas que Catherine Samba-Panza accepte une 3e transition. Mais Patrice Kisson-Dobo, c'est chose faite depuis quelques heures et l'on s'achemine inexorablement vers cette 3e transition. Vous savez, Louis Roger, on a pendant longtemps analysé la situation en République centrafricaine. Et j'aime bien à vous dire, et de manière personnelle, on en a souvent discuté, moi je ne craignais pas que cela arrive. J'ai plutôt envie de dire que j'attendais le moment où cela allait arriver. Parce qu'au regard du contexte de la République centrafricaine, avec beaucoup d'objectivité, peut-être même très peu d'objectivité, on était très mal de s'imaginer que le calendrier électoral annoncé par les pouvoirs de la transition là-bas puisse être respecté. C'était difficile de tenir les délais. Le référendum d'abord annoncé, la présidentielle, cela n'était pas possible, Roger. Et dans le contexte centrafricain aujourd'hui, on peut dire que même la communauté internationale, les Nations Unies qui revendiquaient corps et âme qu'il n'y ait pas une 3e transition, avaient conscience que cela n'était pas possible. On ne va pas pour le besoin d'aller à une élection, aller avec des ingrédients qui vont plutôt rendre la situation plus chaotique qu'elle ne l'est maintenant. Donc voilà ce sommet extraordinaire de la CEAC qui s'est tenu ce mercredi à Libreville, a simplement entériné ce qui ne se disait pas, mais qui était tout à fait visible au regard de l'analyse de la situation. Et voilà donc que le communiqué de la CEAC le précise, à la demande de toutes les autorités de la transition, le Parlement de transition comme la présidence de transition. Donc on peut se dire que dans ce contexte-là, personne, aucune de ces parties ne dira que c'est la volonté de la présidente, en l'occurrence Catherine Samba-Panza, ou bien que ce soit celle, n'est-ce pas, du Parlement de transition. Donc, dans cette situation, c'est les autorités de transition qui assument la responsabilité de la demande. Le communiqué de la CEAC le précise. Maintenant, comment les autres acteurs qui sont exclus dans le processus, on avait déjà le cas de Bozizé et j'en passe, vont se comporter? Est-ce que cette transition supplémentaire va permettre à Catherine Samba-Panza de remettre un certain nombre d'ingrédients sur le plan de la concertation globale et nationale dans ce processus à arriver? Est-ce que certaines choses vont fondamentalement changer ou bien on va s'atténuer à la première ligne qui voulait cette exclusion-là et qui voulait un certain nombre, n'est-ce pas, de critères déjà entérinés? La question est posée. Mais quand on pose cette question, et pour sortir Louis Roger sur cette première prise de parole, il va aussi falloir poser la question du financement. Le financement de ce processus électoral qui continue de faire problème. Avec un déficit de près de 4 millions de dollars, il va falloir combler. C'est vrai que le Gabon a annoncé un chèque de 1 milliard de francs CFA. C'est pratiquement à peu près les 3/5 du montant qu'il faut. Les autres pays de la CEAC ont promis sans avoir
les montants pour l'instant. Donc, on est dans cette spirale-là, sans oublier que au-delà de cette prolongation de la transition qui va désormais aller jusqu'au 31 mars 2016, au-delà de cette question financière, il y a de manière sensible, profonde, la question de la sécurité et du désarmement. Est-ce que tout cela va se faire en 3 mois? Just wait and see. Alors, Elie Smith, nous parlions déjà de ces élections qui devaient être organisées d'ici la fin de l'année. Le référendum constitutionnel, c'est le 13 décembre prochain. Le premier tour de la présidentielle, le 27 décembre, avec bien évidemment ces législatives qui sont annoncées. Est-ce que c'était pour ces présidents-là une façon de redonner le pouvoir à Catherine Samba-Panza pour mieux organiser ces élections-là afin de permettre à ce qu'il y ait une autorité constitutionnelle en Centrafrique? J'ose espérer, et puis si c'est ça, on espère aussi que Mme Panza va donc saisir l'occasion pour redorer son blason, parce que la manière qu'elle a dirigé cette transition n'est pas quelque chose de respectable pour elle. Elle est venue comme une maman qui devait être unificatrice, mais elle a montré qu'elle aime la division et elle a solde des pays qui ne veulent pas ou qui ont des gens qui ne veulent pas à la tête de la République centrafricaine. Parce que nous pensons que si on veut qu'il y ait la paix en République centrafricaine, tous les pays de la zone CEMAC ou de la CEAC doivent mettre la main dans la poche, doivent être sincères et qu'on respecte tous les engagements qu'on a pris. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois. Depuis 2008, il y a des promesses qui ont été faites que les bailleurs de fonds et les pays de la zone CEMAC n'ont pas respecté. Parce que pour qu'il y ait la paix en République centrafricaine, il faut un dialogue, une participation inclusive de tous les acteurs majeurs ou mineurs de la politique centrafricaine. Si on commence à exclure, on ne va pas réussir. Et deuxièmement, il faut payer pour ce qu'on appelle le DDR, donc le désarmement et la réinsertion. Ça ne sert à rien de clamer haut et fort que tout ira bien si, par exemple, les différents groupuscules rebelles n'ont pas les moyens pour donner une substitution au Kalachnikov que les différents groupes rebelles ont pour les désarmer. Donc, je pense qu'il faut d'abord faire le désarmement, première chose. Réinsérer tous ceux qui ont été désarmés. Et puis pratiquer une politique inclusive. Je pense que si elle n'est pas inclusive, il n'y aura jamais la paix en République centrafricaine. Alors, Patrick Kissan, d'abord, lorsque Catherine Samba-Panza a été à l'Assemblée générale des Nations Unies, derrière elle, il y avait un mouvement d'humeur, des incidents qui ont laissé quand même sur le carreau quelques Centrafricains, mais on n'arrive pas à comprendre qu'au bout des divergences de vues même au sein de l'autorité de la transition, que subitement il y ait unanimité. Alors que cache donc cette façon de faire? Parce que c'est quand même assez surprenant que c'est à ce moment précis que tout le monde semble fumer le calumet de la paix, parce qu'il va falloir proroger de quelques mois le pouvoir de la transition. Ben écoutez, Louis Roger, si c'est un calumet de la paix fumé en toute sincérité, d'accord, on veut bien que cela se passe ainsi. C'est d'ailleurs tout le mal qu'on peut souhaiter dans une situation de tension comme celle qu'il y a toujours en RCA. Mais on est aussi obligé de regarder froidement le processus qui mène à ce calumet de la paix que vous citez à l'instant. L'avènement de ce sommet extraordinaire de la CEAC donne quand même matière à réflexion. C'est vrai que lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, où Catherine Samba-Panza était présente, et pour lequel elle a dû finalement faire chemin retour au regard de ce qui se passait en RCA, cette tension, on avait déjà vu une fraction de quelques groupuscules armés qui demandaient au président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée, le Parlement de transition, de prendre sa place. On avait perçu dans les déclarations à la fois du président du Parlement et de Catherine Samba-Panza, la présidente de la transition, des divergences de points de vue. Et ça donnait l'impression finalement qu'il y avait un clivage au niveau du sommet de la transition et que les uns et les autres se battaient pour un positionnement. Et on peut donc s'imaginer qu'après ces quelques 2-3 semaines, le retour à la calmie et un prolongement de la transition, nous dit-on, d'après le communiqué de la CEAC, à la demande de toutes les autorités de la transition, ce qui voudrait dire qu'il y a la paix des braves.
On se pose donc la question de savoir quels sont les éléments déclencheurs qui, en si peu de temps, auraient ramené cette paix de bras. C'est normal qu'il y ait quelques interrogations, lui, Roger. C'est normal qu'il y ait quelques suspicions. Mais ça nous ramène surtout à cette réflexion qu'Elie a l'habitude de mener. Des personnes, des pays tapis dans l'ombre qui n'ont pas intérêt à voir finalement qu'il y a une accalmie en RCA. C'est des intérêts qui ne sont pas connus, des intérêts voilés, qui se servent de cette tension toujours présente, qui alimentent même cette tension, qui davantage fournissent les éléments et les arguments de division et qui tendent par tous les moyens à transformer la crise centrafricaine en une crise interreligieuse qui n'en était pas une, qui n'en est même pas une, mais on se sert de ces fragments-là pour finalement mettre la République centrafricaine dans un chaos, malheureusement avec la complicité des fils et des filles de la RCA. Et c'est pour ça qu'on peut bien se poser la question de savoir si c'est un calumet de la paix, en toute sincérité, honnêteté, pour l'amour du pays qui a été fumé, pour arriver à cette transition, ou bien c'est un calumet de la paix fumé pour permettre encore à ceux qui tirent les ficelles et les avantages de cette crise-là de pouvoir davantage s'engouffrer et de diviser les Centrafricains. Ce serait bien dommage parce que en même temps dans le communiqué de la CEAC, on a eu quand même cette menace brandie, n'est-ce pas, le transfert éventuel des fauteurs de troubles vers la RCA. Mais à qui s'adresse-t-on dans un communiqué comme celui-là? Aux acteurs de la transition, à ceux qui sont tapis dans l'ombre, ou bien aux fils et filles de la RCA qui se disent être exclus du processus. Voilà, on n'a pas l'impression véritablement que c'est un dialogue inclusif qui se déroule actuellement, et il faudrait bien que ce calumet de la paix soit sincère. Alors, Elie Smith, est-ce que ce revirement spectaculaire de situation, puisqu'on a même vu des députés descendre dans la rue pour exiger qu'on réarme les FACA, et que subitement tout le monde est d'accord qu'il faut organiser, qu'il faut proroger donc cette transition, est-ce que la venue du pape n'a pas joué un grand rôle? Oui, moi je pense que la venue du pape a joué un grand rôle. Même depuis ce matin, je me suis dit, le pape c'est quelqu'un qui est un homme de Dieu, qui est impartial, et que la Centrafrique c'est un pays majoritairement chrétien, peut-être à 95% chrétien. Donc je pense que beaucoup sont des catholiques. Je crois que le rôle du pape qui va un peu apaiser les esprits, et que peut-être le pape, peut-être il n'a pas le rôle de venir se mêler dans la médiation, mais le pape a une certaine autorité morale. Et peut-être le pape pourra peut-être infléchir le camp de ceux qui sont peut-être jusqu'au boutisme ou le camp des gens qui veulent l'exclusion. Donc je pense que le pape a joué un rôle. Et puis la position de ceux qui voulaient le réarmement des FARC n'est pas aussi anodin. Vous ne pouvez pas venir dans un pays et vous désarmer l'armée régulière. Regardez le cas en Irak en 2003. Si l'Irak est devenu ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est uniquement parce que après la victoire des Anglo-Américains contre le gouvernement de Saddam Hussein, ils ont mis en marge l'armée irakienne qui connaissait bien l'Irak. Bon, ils l'ont fait à l'époque parce que c'est à dessein. L'objectif des Anglo-Américains et des mondes occidentaux, c'était ne pas voir une Irak réunie, une Irak fort après Saddam Hussein. Donc c'est la même chose. Si on est en train de désarmer les FARC, ça veut dire que ceux qui prônent le désarmement des FARC, qui sont en principe la France et le Tchad, ça veut dire qu'eux, ils ne veulent pas de la stabilité au Tchad, en Centrafrique. Ils veulent que la Centrafrique devienne ou continue à être un danger. Et un Centrafrique qui est instable n'est pas dangereux uniquement pour les Centrafricains, elle est dangereuse pour toute la sous-région de l'Afrique centrale. Donc en tout cas, c'est une situation qui préoccupe dans la sous-région, le cas de la République centrafricaine. On espère tout de même que la visite du pape François en RCA Bangui pourra véritablement permettre à ce que ce pays retrouve la paix et organise ces élections dans des conditions acceptables. Alors on va tout de suite nous rendre du côté du Burkina Faso où les élections générales sont également annoncées pour le 29 novembre. Dimanche, ils seront près de 5 millions d'électeurs à se rendre aux urnes pour deux élections bien distinctes, et les législatives. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est donc cette élection présidentielle qui va donc être élue parmi les 14 candidats en lice pour conduire dans les 5 prochaines années
les destinées du pays. C'est un peu la question que je vous pose, Elie Smith. Le Burkina Faso est attendu à un très grand tournant, celui donc de cette présidentielle qui est très, très, très attendue. Elle est très entendue. D'abord, je rends hommage au peuple burkinabé qui est un peuple brave, qui a défié et mis en déroute une dictature violente, vieux de 27 ans. Et puis la transition, maintenant on va voir qui serait le vainqueur. Et je crois que ça c'est une autre leçon parce que si la transition s'opère d'une manière calme et on a une élection aussi apaisée, une élection juste, honnête et transparente, ça va servir aussi d'une sorte de boussole ou un exemple à d'autres pays, en particulier les pays de la région de l'Afrique centrale, qui est vraiment un repère de la dictature, de voir que s'il y a une révolution, on peut avoir une révolution, quoique souvent difficile, mais qu'à la fin, il y a une élection honnête et transparente pour que le Burkina Faso revienne à la raison et puis essaye de mettre en place un système économique pour qu'on remette l'économie burkinabé en marche, parce que le Burkina Faso a des problèmes économiques aigus. On peut être content qu'il y ait une révolution, mais maintenant, il faut que les gens aillent au travail et que l'économie et la croissance reviennent. Parce qu'on peut tout dire, on peut avoir une bonne transition. Si les gens ont faim, je pense qu'il y aura des problèmes. Donc l'essentiel, voyons voir qui serait président, qui va gagner les élections le 29 et quel serait son plan économique pour la relance de l'économie burkinabèse. Alors, Patrick Issant, d'abord, cette élection intervient quand même après une période de crise secouée, bien évidemment, par ce coup d'État manqué du 16 et du 17 septembre dernier. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une élection qui pourra s'arrêter au premier tour ou vous envisagez un second tour? Ben écoutez, au regard des forces en présence, on peut dire que il serait bien évidemment possible d'envisager un deuxième tour parce que l'emprise de l'ancien parti au pouvoir, le CDP de Blaise Compaoré, est encore présente sur le territoire, l'ensemble du Burkina Faso. C'est vrai que ce parti en lui-même ne sera pas présent à la présidentielle, notamment parce qu'il a des candidats pour les législatives, mais on ne peut pas nier le fait que dans l'arrière-pays, en tout cas sur l'échiquier politique national, que ce parti-là est encore quand fortement même implanté. Une implantation conséquente. Et dans ce contexte-là, les autres partis qui très souvent se sont agglutinés dans les grands centres urbains, en l'occurrence Ouagadougou, la capitale, et peut-être dans une moindre mesure des villes comme Bobo-Dioulasso, et j'en citerai peut-être une, n'ont peut-être pas la capacité ou n'avaient même pas les moyens de se retrouver sur l'ensemble du territoire. Et depuis cette révolution en octobre 2014, c'est vrai que un an est passé, il y a eu le putsch qui a quand même encore rebousculé un certain nombre de certitudes. Et puis il y a aussi ce facteur qu'on reprochait tout à l'heure à la RCA, cette décision finalement d'exclure quelques partisans supposés plus ou moins proches du président déchu Blaise Compaoré. Il me semble que ça a refroidi aussi quand même la démarche. Il aurait été souhaitable, à mon sens, de manière assez objective, que les urnes soient la censure par rapport à cela. Bon, maintenant, cela n'a pas été fait. La transition a pris des choix. L'élection va se tenir. Il me semble quand même que les voix seront émiettées parmi certains candidats qui tirent un peu leur épingle du jeu. Les voix seront émiettées et ce serait certainement la voie vers un deuxième tour où il va falloir choisir un président. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, le Burkina Faso est à la croisée des chemins et ce week-end sera décisif parce que c'est quand même celui qui va succéder à 27 années d'un pouvoir entre les mains d'un homme, d'un système qui n'est peut-être pas encore totalement éradiqué au Burkina Faso. Attendons de voir l'homme qui va prendre les rênes et de voir finalement la touche qu'il va donner pour nous permettre de comprendre que l'ère Compaoré est définitivement tournée. Et pourtant, il y a tout le spectre de Blaise Compaoré qui plane donc sur ces consultations électorales, Elie Smith, surtout que son parti politique reste encore bien implanté dans le pays et que s'il y a un second tour de la présidentielle, ce parti-là pourrait jouer un rôle très déterminant.
Oui, ça ne serait pas surprenant. Il est au pouvoir depuis 27 ans. Et 27 ans, ce n'est pas 27 jours. C'était le seul grand parti avec toute la machine de l'État. Mais moi, je pense que si la démocratie doit être respectée, quel qu'en soit le cas, si elle devient comme ce qu'on appelle en anglais kingmaker ou faiseur de roi, c'est tout à fait normal. L'essentiel, c'est qu'il faudra que le peuple burkinabé élit ou choisisse quelqu'un qui serait accepté par tout le monde. Et ça ne serait pas la première fois qu'un ancien président ou un ancien système joue les faiseurs de roi. On peut aller en Centrafrique, ici au Congo, en 92, le PCT qui était le parti au pouvoir, qui est arrivé au pouvoir en 68 par Marianne Ngouabi, en 92, elle était le faiseur de roi. Sans les apports de voix du PCT, Pascal Lissouba ne devait pas être président de la République du Congo. Et que c'est l'erreur politique de Pascal Lissouba qui a plongé le Congo dans les abîmes de la guerre de 97 parce que il n'a pas voulu prendre en compte les engagements qu'ils ont pris. Donc il faudra aussi qu'on peut être très fier, féliciter la révolution burkinabé, mais si le parti au pouvoir passe au deuxième tour ou devient comme un faiseur de roi, il faudra que ceux qui seront des vainqueurs respectent les engagements pris avec l'ancien parti au pouvoir. Sans ça, Important, on a vu le Nigeria, par exemple, offrir 20 véhicules 4x4 à la commission électorale indépendante pour assurer une certaine couverture large de ces consultations populaires. Comment appréciez-vous ce geste du Nigeria? Non, le Nigeria joue le jeu du géant, du grand frère de la sous-région, et puis pas seulement grand frère en termes démographiques ou économiques, mais aussi en termes démocratiques. Parce que vous avez vu la leçon démocratique que le Nigeria a servi à toute l'Afrique entière. C'est la première fois que le Nigeria a eu une alternance politique dans son pays sans effusion du sang. Et je pense que, et là, le Nigeria a une autorité morale. Parce que ça serait quand même un peu bizarre. Vous voyez par exemple le cas de la République centrafricaine où on parle de négociation, respect de calendrier. Et qui demande, c'est un médiateur, Denis Sassou Nguesso, que chez lui-même, il ne respecte pas quelque chose. Donc là-bas, le Nigeria a une autorité morale, donner des véhicules, parce que souvent, c'est un problème de logistique, souvent qui handicape, qui facilite des problèmes. Donc le fait que le Nigeria a pris la responsabilité de donner les véhicules, aussi aider dans le financement, et aussi donner l'expertise nigériane, ça montre que c'est une bonne chose que le Nigeria est en train de faire. Et nous pensons que Nigeria, comme on dit, le Nigeria est de retour et c'est une bonne chose pour l'Afrique, c'est une bonne chose pour la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Alors, Patrick Christian Dobo, on sait également que le Nigeria a apporté son soutien, mais il y a également le Bénin avec Yahi Boni qui a été désigné comme médiateur pour faciliter le dialogue entre les différents candidats présidentiels. On n'a pas vu le président Yahi Boni. Est-ce parce qu'on a reporté cette consultation électorale que Yahi Boni n'est plus entré en action et pourtant il avait été désigné comme médiateur? Ben écoutez, le président Yahi Boni et le président sénégalais, il ne faut pas l'oublier, ont quand même essuyé une gifle diplomatique dans l'entente de la négociation qui avait été la leur après le putsch du 17 septembre dernier. Donc ça ne passe pas inaperçu et ça reste aussi en travers la gorge. Donc c'est un chantier sur lequel, malgré la désignation par les pairs de la CEDEAO en tant que médiateur, c'est un chantier sur lequel il faut quand même s'aventurer avec beaucoup de précautions. On peut y retrouver des mines antipersonnelles qui seraient fatales sur le plan de l'image. Donc on peut comprendre qu'il y ait un peu de retenue de la part du président Yahi Boni de ne pas s'afficher outre mesure et de manière non contrôlée. Et vous avez d'ailleurs vu que le président Macky Sall s'est totalement effacé de la scène. Ça n'est pas anodin. Ce même Macky Sall, président de la CEDEAO, a couru entre les bras de IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, du côté du Mali,
pour soutenir et présenter toute l'adhésion de la CEDEAO, non seulement du peuple sénégalais, au Mali. On aurait pu imaginer aussi que dans un contexte comme celui-là, peut-être une déclaration tout au moins du président de la CEDEAO en exercice se fasse ressentir, et du médiateur Yahya Boni aussi se fasse ressentir. Cela nous ramène à une analyse qu'on avait faite ici et qui disait que cette humiliation que ces chefs d'État-là ont reçue, avec le refus catégorique des membres de la transition et de la société civile de prêter même oreille attentive aux propositions que la CEDEAO faisait sur la crise malienne, ne va pas se passer comme ça. Vous n'avez du tout, et mais alors du tout, pas entendu parler le président ivoirien, qui est pourtant un grand voisin et qui partage beaucoup de choses sur le plan économique avec le Burkina Faso. Ça ne s'annonce pas très facile pour celui qui va reprendre les rênes. Quand j'ai dit ça, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans une situation où c'est vrai, le Burkina Faso peut être fier, n'est-ce pas, de l'image qu'il présente sur le plan démocratique. C'est une fierté nationale, mais à côté, on ne peut pas vivre que de ce nationalisme-là et de cette fierté-là. Et il va falloir que le Burkina Faso réapprenne à vivre avec ses voisins. Parce que de toutes les manières, il va falloir le faire. C'est des patates choses qui s'annoncent pour celui-là. Et quand on sait qu'il sera certainement issu de ces membres de la société civile qui ont été catégoriques vis-à-vis de la CEDEAO, avec des accusations qui pèsent même encore sur certaines autorités du côté de la Côte d'Ivoire en complicité. Donc, c'est assez bouillonnant. Et je rappelle simplement ces faits-là, lui, Roger, pour faire comprendre que si on ne sent pas trop d'implication, comme cela semble être perceptible, d'après aussi votre indication, on peut retrouver tout ça dans ces éléments passés. Et cela, le Burkina Faso va devoir le porter pendant des années. C'est pour ça que je dirais des patates chaudes pour qui sera le président du Burkina Faso, parce que c'est des relations pour lesquelles le Burkina Faso ne peut pas se passer pour son développement. Qui sera donc le... Ah, Elie Smith, un dernier mot. Oui, juste un dernier mot. Moi, je pense que Christian est un peu dur avec les autorités du Burkina Faso. Moi, je trouve que c'est Boni Yayi et Macky Sall qui n'ont pas été honnêtes, ils ont simplement été humiliés parce que eux, ils étaient partisans du retour de Blaise Compaoré. Ah oui. Et puis aussi, il ne faut pas que les Burkinabés soient complexés face aux Ivoiriens. Au contraire, si la Côte d'Ivoire se reproche beaucoup de choses, parce qu'on connaît comment Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir. Donc, et puis il y a d'alternatives, il ne faut pas qu'il y ait de chantage, parce que même l'ouverture maritime, le Burkina Faso a beaucoup d'opportunités d'extérieur. Donc je pense que non, parce qu'il ne faudra pas que... Je n'en vois pas trop, je suis désolé. La carte géographique, exactement, mais le Sénégal, mais le Burkina, mais le Mali, oui, c'est pas évident. Oui, mais le problème est qu'il faudra que les chefs d'État africains là soient honnêtes. Il ne doit pas être hypocrite. Macky Sall ne peut pas être démocrate chez lui et vouloir encourager la dictature dans un autre pays, tout simplement parce qu'on lui donne de l'argent. Ou Boni Yayi aussi, qui est un homme malhonnête, il faut le dire. Il ne faut pas être politiquement correct avec les chefs d'État qui ne sont pas honnêtes. On a vu, donc ils se décrédibilisent chaque jour. Donc moi, je suis pour la société civile burkinabé, mais quand les élections les résultats vont être donnés, c'est la diplomatie, les choses vont être faites, mais la peur va changer de camp. Ça serait chez les Ivoiriens, c'est comment il s'appelle, le président Alassane Dramane Ouattara et tous les autres chefs d'État qui ont participé à ce coup d'État manqué, qui doivent se poser la question. Le Nigeria le fait parce que le Nigeria a une crédibilité, une autorité morale que les autres n'en ont pas. Mais il avait pris voix, une petite minute. Le Nigeria avait pris voix. Elie, vous ne pouvez pas demander l'inclusion et le dialogue inclusif en SCA, par exemple. On sait que Bozizé est aussi arrivé par un coup d'État. Si. Et vous refusez le dialogue inclusif. En tout cas, c'est pas le débat pour le moment. C'est pas le débat pour le moment. Parlons à présent de François Hollande qui se trouve depuis ce soir du côté de Moscou pour essayer de voir avec Vladimir Poutine comment coordonner ces frappes qui sont donc en préparation pour la Syrie, pour mettre hors d'état de lui l'organisation État islamique. Alors c'est une rencontre qui est très difficile, surtout qu'il devait avoir une conférence conjointe de presse depuis pratiquement une quarantaine de minutes. Ça n'a pas été le cas. Est-ce à dire que Poutine et Hollande ne sont pas attendus sur le message qu'il devait véhiculer, n'est-ce pas, au monde entier aujourd'hui? Oui, ce n'est pas du tout facile pour M. François Hollande. L'erreur que Hollande a fait, bon, c'est un homme politique, il fallait par exemple montrer une façade au peuple français après
ce qu'ils ont eu le 13, vendredi 13 novembre. C'est la première fois, rappelez-vous, depuis les années 40 que Paris a été touché. Il faut savoir que Paris, pour la France, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc maintenant, l'erreur est aussi, deuxième erreur est que la France est tombée dans le piège du leader du Daesh, qui est M. Aboubakar al-Baghdadi, qui veut un clash civilisationnel. Maintenant, la France, troisième erreur, la France n'a pas les moyens militaires et économiques pour mener une guerre là-bas en Syrie ou en Irak. Maintenant, même à Washington, il est parti à Washington, il est rentré là-bas, bredouille, parce que les Américains et les Anglais, et même en France, son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, ne veut pas de Al-Assad. Et pourtant, de l'autre côté, vous avez un monsieur, on l'aime ou pas, mais il est un stratège qui s'appelle Vladimir Vladimirovich Poutine. Donc, il est là, il sait pourquoi, il fait comme c'est un tacticien, il est conscient que les Occidentaux, si on enlève la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, qui sont des gens, les guerriers, qui sont déjà fatigués d'avoir guerroyé pendant 10 ans en Afghanistan. Et d'avoir perdu sur plusieurs fronts. Bon, on peut la perte, on peut nuancer, mais quel qu'en soit le cas, ils n'ont pas atteint l'objectif qu'ils ont voulu. Mais lui, il a la capacité de se sacrifier. Il sait tout ça. Donc, je pense que maintenant, François Hollande doit agir au minima et puis essayer de convaincre Vladimir Poutine. Ce n'est pas facile parce que Vladimir Poutine a été, comme selon ses propos, poignardé au dos par les Turcs. Donc, ça ne serait pas facile pour François Hollande. Alors, Patrick Christian, vous envisagez quand même une coalition forte pour exterminer l'organisation État islamique en Syrie? J'ai envie de dire simplement pauvre François Hollande. Pauvre François Hollande parce qu'il adopte une position de chef de guerre alors qu'il n'en a pas les moyens. Pauvre François Hollande parce qu'il récupère une patate chaude enclenchée par Nicolas Sarkozy, qui avait déjà placé la France dans une posture de pays va-t-en-guerre, de gendarme du monde, alors qu'elle n'en a pas les moyens. Pauvre François Hollande parce qu'il est aujourd'hui obligé de faire le tour du monde comme si, j'ai envie de dire, vous me permettez l'expression, le tour du monde d'un mendiant qui commande, qui supplie, qui est larmoyant. On l'a vu aller aux États-Unis. C'est lui qui est frappé. On se serait attendu que Barack Obama vienne peut-être le consoler. Il est allé aux États-Unis et puis il est rentré bredouille. Ça n'est pas suffisant. Angela Merkel vient donc lui proposer un soutien logistique, mais ça n'est pas suffisant. Même en Allemagne, on n'est pas partisan d'une offensive. Pauvre François Hollande, parce que entre une escale chez lui à Paris, après les États-Unis, il est obligé de recourir à Moscou pour voir Poutine. Et là-bas... Prendre quelques conseils à Angela Merkel. Il n'a du tout pas le sentiment, le pauvre François Hollande, que sa coalition élargie tant souhaitée va prendre corps. De quelle coalition pouvez-vous parler si les États-Unis estiment qu'une coalition existe déjà et que cette coalition-là est sous son commandement, donc plus besoin de faire une coalition? De quelle coalition allez-vous parler si l'Angleterre est aux côtés des États-Unis et qu'elle n'entend pas faire chemin vers une autre éventuelle coalition? De quelle coalition vous allez parler si la Turquie, comme le dit Poutine, donne un poignard dans le dos à la Russie en abattant un Sukhov U-24? De quelle coalition vous allez parler quand Vladimir Poutine ne prend même pas au téléphone le Premier ministre, le président de la Turquie, Erdogan? Donc, tous les ingrédients sont réunis pour que cette guerre civilisationnelle, imaginée bien évidemment par l'État islamique et les radicaux, prenne corps dans un désordre qui risque de desservir plutôt le monde occidental. C'est bien dommage parce que malheureusement, la France et quelques pays occidentaux récoltent les fruits semés. C'est comme un crachat jeté dans l'air qui vous retombe sur la tête. Et aujourd'hui, il est bien difficile, dans le contexte actuel, de s'imaginer que l'État islamique puisse être vaincu si on ne s'appuie pas sur Bachar al-Assad. Ça, c'est impensable. L'Iran, Bachar al-Assad sont des alliés qui, malheureusement, sont sur le terrain et qui ne plaisent pas à ces Occidentaux.
Parce que c'est bien beau d'avoir Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui clame haut et fort qu'il ne veut pas de Bachar al-Assad, mais il faut trouver une alternative. Et en l'état actuel, nous sommes dans l'impasse. Et cette posture qui laisse faire croire et qui met même la confusion dans la mentalité même des populations européennes qui ne savent plus à quel sens se vouer. Qui combat-on? L'État islamique ou Bachar al-Assad? La question reste posée. Et pendant qu'on se pose cette question sans trouver de solution efficace, l'État islamique, qui était quand même fragilisé par les bombardements, se reconstitue, continue à gagner en estime auprès des populations parce qu'il y a toujours des engagements djihadistes et maintenant déporte le danger dans les capitales occidentales et ailleurs. La Tunisie a été frappée. Vous avez vu. La Belgique, c'est vrai que l'état d'alerte est maximal, c'est l'Allemagne qui craint. Donc on est dans une situation confuse qui relève plutôt du manque de volonté réelle de ces Occidentaux à combattre. Et quand on voit ce qui se passe, la tension entre la Turquie et la Russie, on est bien en droit de s'interroger sur l'objectivité même de l'engagement des uns et des autres et pour savoir finalement s'il n'y a pas intérêt pour quelques-uns à ce que la tension reste telle qu'elle est. Alors, Elie Smith, il y a quand même une situation qu'il faudrait que nous analysions ici. C'est que d'un côté, on a l'État islamique qui reste ferme sur cette position et qui est encore prêt à attaquer. D'autre côté, on a cette coalition États-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne et d'autre côté, Poutine. Alors, trois puissances, parce qu'il faut le dire ainsi, trois puissances de feu. Mais qui peut, selon vous, frapper plus que qui, ou qui, à ce stade-ci, a déjà remporté une victoire? À ce stade-ci, la victoire, c'est la coalition de deux pays, dont la Russie et l'Iran, qui ont quand même marqué des points. Pourquoi? Parce que ces deux entités, par exemple, vous avez les Iraniens ont la garde révolutionnaire qui combattent auprès de Bachar al-Assad. En dehors de ça, ils ont une supplétif qui sont ce qu'on appelle le Hezbollah. Le Hezbollah, ce sont des Libanais, mais de confection chiite, avec un chef mythique qui s'appelle Hassan Nasrallah. Eux, au moins, ils ont quand même enregistré quelques victoires. Maintenant, il y a une autre coalition, ça c'est la coalition des États-Unis et la Grande-Bretagne, mais qui a 65 pays. Le problème de ces 65 pays est que eux, ils jouent un double jeu qui retourne sur eux. Parce qu'ils disent que ils veulent faire le départ de Bachar al-Assad parce que c'est un régime dictatorial. On n'en disconvient pas, c'est vrai, il est violent, ce n'est pas un gentil garçon. Mais de l'autre côté, ils alimentent des groupes. Par exemple, ils aident ce qu'ils appellent l'armée syrienne libre. Mais on a vu que l'armée syrienne libre, ce n'est pas des gens qui connaissent combattre, c'est un peu une rébellion caviar. Beaucoup d'entre ces leaders habitent en France, à Paris et à Londres. Donc je pense, pour répondre à votre question, l'homme qui a enregistré un point, c'est Vladimir Poutine et l'Iran. Et c'est ça qui fait mal. Le problème est que dans cette coalition de 65 pays qui sont contre l'État islamique, il n'y a pas les gens qui sont honnêtes. Par exemple, on a parlé ici le matin, il y a l'Arabie Saoudite et puis il y a le Qatar. Donc ça veut dire que dans cette coalition de 65, qui est entre guillemets coalition de camp de la liberté, si j'ose présenter, eux ils se jouent, ils ne sont pas honnêtes entre elles parce que dedans, il y a une certaine, je peux dire, une certaine concurrence en leur sein. Parce que les Saoudiens, par exemple, n'apprécient pas le fait que le grand allié des États-Unis est en train de faire le bébé sur leur dos en négociant avec l'Iran, qui est leur ennemi. Parce que pour les Saoudiens, le fait que les États-Unis n'ont pas maintenu une sanction économique sur l'Iran ou sont en train de relâcher cette sanctions économiques sur l'Iran, c'est comme un problème existentiel pour l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est sunnite, c'est wahhabite, c'est salafiste. Et de l'autre côté, vous avez l'ennemi juré qui est les chiites. Et les chiismes, ils ont il y a un problème depuis le 11e siècle, depuis la mort d'Imam Ali. Donc, pour répondre à votre question, c'est que de l'autre côté, et puis Daesh, pendant ce temps-là, Daesh est en train de prospérer parce qu'elle profite de cette désorganisation, parce qu'à Washington, quand vous êtes à Washington, quand vous allez au Pentagone, les militaires pensent autrement, les gens qui sont au département d'État pensent autrement, à la Maison-Blanche, il y a une autre manière de penser. Donc je pense pour le moment, ceux qui gagnent, c'est la coalition russo-iranienne
et puis Daesh, quel qu'en soit le cas. Les perdants, pour le moment, c'est la coalition de 65, mais ils peuvent, mais le seul problème est que les deux leaders, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui ont encore la capacité et l'esprit de sacrifice, ne veulent pas faire la guerre, ils ne veulent pas mettre les troupes sur le terrain. Merci, monsieur, d'être venu commenter avec nous cette actualité, la soirée de l'information sur Canal Info. C'est une tradition. Désormais, tous les soirs, ne manquez pas à ce rendez-vous de l'information sur Canal Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Ne quittez pas, nos programmes se poursuivent.